Takumi se retrouve transporté dans un autre monde, debout devant la déesse Nalan. La première chose qu'elle fait est de lui présenter ses excuses les plus sincères, expliquant que sa convocation était une erreur totale. Elle révèle que lorsqu'un sort d'invocation est lancé, il cible généralement un groupe aléatoire de perdants de la Terre pour les transporter dans un autre monde. Or, la vie de Takumi se passait plutôt bien, il n'était donc pas censé être inclus. Malheureusement, à cause d'un incident, il a été emporté dans le processus d'invocation avec tous les autres. La faute en incombe au Saint-Empire de Sidonia, qui a activé le sort d'invocation de manière imprudente. Puisque Takumi n'était pas censé être invoqué, Nolan l'a amené directement à elle, au lieu de l'envoyer à Sidonia avec les autres héros. Takumi demande à Nolan si elle peut simplement le renvoyer sur Terre, étant donné que son invocation était une erreur. Malheureusement, elle explique que ce n'est pas possible. Par pure colère envers Sidonia pour avoir utilisé le sort d'invocation interdit, elle l'a immédiatement retiré des lois magiques de ce monde, s'assurant que personne ne pourrait plus voyager entre les mondes. En conséquence, Takumi est maintenant coincé ici de façon permanente. Pour aggraver les choses, le processus d'invocation l'a techniquement tué. Quand Takumi réalise qu'il est maintenant un fantôme désincarné, il commence à paniquer. Mais Nolan le rassure. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Bien qu'elle ne puisse pas le renvoyer sur Terre, elle peut lui fournir un nouveau corps et l'aider à commencer une nouvelle vie en tant que citoyen de ce monde. En guise d'excuse, puisque c'est en partie de sa faute, elle lui offre sa bénédiction pour lui faciliter la vie. Takumi n'a pas vraiment le choix. Alors il accepte de renaître dans ce monde. Nolan est ravi de l'entendre, car cela lui facilite grandement les choses. Elle lui dit d'ouvrir son écran de statut pour découvrir la nouvelle vie qu'il aura. Quand Takumi le fait, il découvre que Nolan prévoit de lui donner un corps de 17 ans. Même s'il a 40 ans, Nolan lui dit de ne pas s'attarder sur les détails mineurs. Plus important encore, il doit encore choisir son métier. Elle lui dit qu'il existe 2 grandes catégories de métiers. Si Takumi veut quelque chose de plus axé sur le combat, il peut choisir des choses comme épéiste, chevalier ou chasseur. Mais si cela ne l'attire pas, il pourrait toujours choisir l'un des métiers de production à la place. Takumi n'est pas très enthousiaste à l'idée de se battre, alors il opte plutôt pour un métier axé sur la production. Nolan procède à l'intégration du métier dans son âme, avec plusieurs bénédictions supplémentaires, avant de le renvoyer, oubliant complètement de lui fournir le moindre tutoriel. Takumi atterrit en catastrophe au milieu d'une forêt, et après avoir réussi à se remettre sur pied, il aperçoit son reflet dans une rivière voisine. C'est alors qu'il réalise qu'il est vraiment devenu une personne différente, et à son grand étonnement, son arthrite a disparu, décidant de tirer le meilleur parti de sa nouvelle situation. Il vérifie le sac que Nolan lui a laissé pour voir ce qu'il a reçu. À l'intérieur, il trouve des rations de nourriture et de l'argent, ce qui signifie qu'il n'a pas à s'inquiéter de mourir de faim pour le moment. Takumi consulte son écran de statut et voit que Nolan n'a vraiment pas lésiné sur les moyens, lui accordant un éventail impressionnant de compétences utiles. Parmi elles, il remarque la magie élémentaire. Alors il décide de la tester. Tendant la main, il invoque une boule d'eau et instantanément, une sphère d'eau se forme dans sa paume. Les autres éléments fonctionnent tout aussi facilement et Takumi est capable de les utiliser sans effort dès sa première tentative. Ces nouvelles capacités magiques étant comprises, il commence à réfléchir à ses prochaines étapes et décide de se diriger vers le village le plus proche. En marchant, Takumi tombe sur un bâton au milieu du chemin. Cela ressemble à un très beau bâton, alors il utilise sa compétence d'évaluation pour le scanner et découvre que c'est du bois-traite. Il provient d'un monstre de bois et est vraiment utile pour fabriquer des choses comme des bâtons magiques et des lances. Takumi décide de mettre sa compétence de modélisation à l'épreuve et l'utilise sur le bois pour créer une lance. Puisque le bois fonctionne si bien, Takumi décide de regarder autour de lui pour voir s'il y a d'autres plantes utiles à proximité. Il en trouve une tonne, alors il passe l'heure suivante à les cueillir. Cependant, il ne sait pas quoi faire de toutes ces plantes, car elles ne rentreront certainement pas dans son sac. Il pourrait devoir les laisser derrière lui, mais Takumi se souvient alors qu'il a une compétence de boîte à objets. Alors il l'utilise pour stocker toutes les plantes. Soudain, Takumi entend un cri tout près. Quelques instants plus tard, une petite fille surgit des buissons et court droit vers lui, implorant de l'aide car un monstre la poursuit. Quand Takumi se retourne pour voir la créature, il se retrouve face à un lapin cornu massif. Le lapin charge vers lui avec une vitesse incroyable, le transperçant presque. Mais au dernier moment, Takumi panique et poignarde accidentellement le lapin à la tête, le tuant instantanément. Il est stupéfait qu'un débutant comme lui ait réussi à vaincre une telle créature, et suppose que c'est grâce à la bénédiction de Dame Nolan. En réalité, la déesse n'y était pour rien, c'était de la pure chance. Après son combat, Takumi reçoit le titre de guerrier, à son grand désarroi, car il avait espéré éviter complètement le combat.
Cependant, il met cela de côté pour l'instant et vérifie si la petite fille est indemne. Elle se présente comme Molly et l'assure qu'elle va bien, expliquant qu'elle était sortie cueillir des herbes, mais s'était trop éloignée du village de bord et avait fini par être attaquée. Quand Molly mentionne un village, Takumi s'enthousiasme et demande s'il peut y aller. Molly accepte de le guider, mais lui fait d'abord remarquer que la viande du lapin est délicieuse et lui demande s'il compte l'emporter avec lui. Réalisant que ce serait du gâchis de la laisser, Takumi fourre le lapin dans sa boîte à objets. Ce n'est qu'alors qu'il réalise qu'il vient de révéler sa compétence de boîte à objets devant Molly, alors qu'il avait l'intention de la garder secrète. Résigné à son erreur, Takumi suit Molly, alors qu'ils commencent leur voyage vers le village. Au même moment, les autres personnes invoquées viennent d'arriver dans l'empire de Sidonia, et elles sont incroyablement confuses quant à ce qui se passe. Aucune d'entre elles n'est l'idée blessée, mais elles n'ont aucune idée d'où elles se trouvent. Tout à coup, ils entendent quelqu'un les appeler héros. Une femme s'approche et leur dit qu'ils ne sont plus dans leur monde d'origine et qu'ils ont été invoqués pour utiliser leur pouvoir de héros afin de sauver ce monde. Elle se présente à eux comme l'impératrice de l'empire de Sidonia, Elisabeth, et un seul regard sur son visage fait réaliser aux jeunes qu'elle est louche comme l'enfer. Juste à ce moment-là, la compétence unique d'Oken se déclenche, et il semble que Nolan lui ait accordé la bénédiction de la révélation. Si elle suit son instinct, elle arrivera naturellement à la bonne réponse. Et en ce moment, l'instinct d'Okan lui dit qu'Elisabeth est une traîtresse, donc on ne peut pas lui faire confiance. Au moment où Takumi arrive au village de Borg, les parents de Molly sortent pour le saluer et le remercier d'avoir sauvé leur fille. Le père de Molly se présente comme Banga, tandis que sa mère est Martha. Ils expriment à leur admiration pour Takumi, supposant qu'il doit être une personne très responsable pour avoir voyagé une si longue distance seul. Takumi en profite pour demander s'il serait possible pour lui de rester au village un certain temps, expliquant qu'il n'a nulle part où aller. Benga et Martha l'accueillent chaleureusement, mais mentionnent que malheureusement il n'y a pas d'auberge dans le village, donc il n'y a actuellement aucun endroit où il puisse loger. Cependant, ils suggèrent une solution. Les villageois peuvent lui construire une maison. Bientôt, tout le village se rassemble autour d'une parcelle de terrain vide, prête à commencer. Voulant contribuer d'une manière ou d'une autre, Takumi décide d'utiliser sa magie de la terre pour aplanir le sol pour les fondations. C'est la première fois qu'il utilise la magie à une si grande échelle, et l'effort le fait presque s'évanouir à cause de l'épuisement de son mana. Les villageois sont tous étonnés que Takumi puisse utiliser la magie de la terre si facilement. Takumi demande s'il pense qu'il vient de faire quelque chose d'étrange, mais ils lui disent de ne pas s'en inquiéter. Puisqu'il s'est occupé des fondations, le reste d'entre eux se met au travail pour assembler sa maison. Le lendemain matin, la maison de Takumi est terminée. Grâce à ses compétences en menuiserie, en forge et en couture, Takumi est capable de fabriquer un bon ensemble de meubles pour lui-même. Mais il y a autre chose qu'il voulait essayer. Il a obtenu un tas de minerais du forgeron du village, Boron, et il veut essayer d'utiliser l'alchimie pour en extraire le métal. Takumi se retrouve avec du minerai de fer, du minerai d'argent, du minerai de cuivre et même du minerai de fer magique. Commençant par le fer, il décide d'essayer de fabriquer un lingot de fer. Normalement, ce processus nécessiterait un grand four et plusieurs heures de travail. Mais grâce à sa compétence en alchimie, il est capable de le faire instantanément. Cependant, le processus consomme une quantité significative de son mana. Sa première tentative d'extraction de minerais est un succès, et Takumi est ravi du résultat. Excité par les possibilités, il décide d'en extraire autant qu'il le peut, afin d'avoir beaucoup de matériaux à travailler plus tard. Après quelques heures, Molly passe chez Takumi pour lui apporter le dîner. Quand elle ouvre la porte, elle est horrifiée de le trouver effondré sur le sol. L'air complètement épuisé, il s'avère que Takumi s'était trop forcé avec l'extraction de minerais et avait frôlé la mort par épuisement de mana. Heureusement, Martha et Banga lui ont donné une potion de récupération, le ramenant à la normale. Bien que Takumi soit impatient de continuer à pratiquer son alchimie, il a dû leur promettre de ne plus en faire trop. Au fil du temps, Takumi extrait un tas de fer, de cuivre et même un peu d'or, ce qui lui permet de fabriquer une tonne d'outils utiles. Une fois qu'il a terminé sa pratique de l'alchimie, il passe du temps avec Boron à la forge, apprenant à fabriquer toutes sortes d'armes. La lame qu'il forge s'avère très réussie. Et une fois que Boron aura fini de fabriquer le fourreau, elle sera complète. La compétence de forgeron de Takumi est maintenant au niveau 40, alors il a fini de s'entraîner pour l'instant et décide de passer à autre chose. Takumi s'approche de Banga et lui demande s'il peut lui emprunter quelques potions. Banga accepte sans hésitation, mais il mentionne que les potions qu'il a sont basiques et pourraient ne pas être très utiles. Takumi l'assure que c'est bon, expliquant qu'il a juste besoin d'un exemple à utiliser comme modèle,
Il prévoit de créer ses propres potions en utilisant les herbes qu'il a cueillies dans la forêt. Impressionné par l'initiative de Takumi, Banga lui offre son plein soutien et dit même qu'il lui achètera des potions une fois que le premier lot sera prêt. Takumi remercie Banga et, la potion de base en main, commence à fabriquer sa propre version. Il utilise des feuilles de crête de coq et de l'eau pour la créer, suivant attentivement son processus. Une fois terminée, il verse la potion dans un bocal en verre et la compare à celle que Banga lui a fournie. Les deux sont bleus, mais la potion que Takumi a fabriquée est nettement plus vibrante et semble contenir des traces de magie. Malgré l'apparence prometteuse, Takumi n'est pas sûr que ce soit un succès. Il sait qu'il doit la tester pour confirmer qu'elle est sûre, mais l'idée de s'empoisonner potentiellement le rend hésitant à prendre le risque. Pour développer une certaine tolérance au poison, il décide de manger tous les objets douteux qu'il peut trouver jusqu'à ce qu'il soit sur le point de mourir, puis d'utiliser la magie de guérison pour se soigner. Après quelques heures de cette expérience autodestructrice, il se sent absolument terrible. Du côté positif, se soigner autant lui a conféré la compétence de purification qui lui sera certainement utile à un moment donné. Alors que Takumi se remet sur pied, il entend un bruit derrière lui et trouve un sanglier massif qui le fixe. Le sanglier est clairement hostile, alors Takumi prépare sa lance pour se défendre. Cependant, alors que le sanglier charge, la lance se brise à l'impact, laissant le sanglier indemne et Takumi sans défense, désespéré. Il utilise tous les types de magie à sa disposition, mais rien ne semble blesser le sanglier. Comme si les choses ne pouvaient pas empirer, il aperçoit une araignée empoisonnée qui se faufile derrière lui, prête à frapper. Takumi réalise qu'il est complètement acculé. Au lieu d'attaquer Takumi, l'araignée tourne son attention vers le sanglier, déviant sa charge et le faisant le manquer. Cependant, le sanglier ne recule pas et continue son assaut, laissant à Takumi peu de temps pour réagir. Jusqu'à présent, aucune de ses attaques physiques n'a fonctionné, mais il y a encore une tactique qu'il n'a pas essayée. Alors que le sanglier le charge à nouveau, Takumi saute en l'air et au moment de l'impact, utilise sa compétence d'alchimie sur la tête du sanglier pour le décomposer. Sa vivacité d'esprit porte ses fruits, lui permettant de survivre à la rencontre. Maintenant qu'il est en sécurité, Takumi décide de vérifier l'araignée puisqu'elle l'a aidé plus tôt. L'araignée est en très mauvais état, après avoir été frappée par le sanglier. Takumi décide de la soigner pour qu'elle ne meure pas. Ensuite, il se lève pour retourner au village, mais il reçoit alors une notification lui disant qu'il a réussi à apprivoiser l'araignée. Il ne réalisait même pas qu'il était possible d'apprivoiser une araignée, mais il hésite à l'emmener avec lui car les araignées sont considérées comme des monstres dangereux. L'araignée donne à Takumi un regard adorable avec ses yeux mignons, et malgré tout, il décide de l'accepter comme son animal de compagnie pour officialiser les choses. Il la nomme Maple. Peu de temps après, Takumi retourne au village, montrant fièrement l'énorme sanglier qu'il a réussi à tuer. Les villageois sont impressionnés par son exploit, mais leur étonnement grandit encore plus lorsqu'ils voient l'araignée venimeuse qu'il a apprivoisée. Personne n'avait jamais accompli une telle chose auparavant, les laissant émerveillés par les capacités de Takumi. Cela mis à part, Takumi suggère que les villageois partagent le sanglier, car il n'y a aucun moyen qu'ils puissent le finir seuls. Ce soir-là, le village organise un grand festin en son honneur. Pendant que tout le monde profite des festivités, Benga s'approche de Takumi avec les précieux restes du sanglier et lui conseille de les vendre dans la ville la plus proche, Bolton. Sur ce, Takumi décide que Bolton sera sa prochaine destination. Pendant ce temps, la déesse Nolan a gardé un œil sur Takumi et est ravie de voir à quel point il se débrouille bien. L'une de ses consoeurs déesses interroge ses intentions, lui demandant ce qu'elle espère accomplir en accordant à Takumi un traitement aussi extraordinaire. Après tout, elle lui a fourni un corps spécial, une bénédiction unique, et l'a même renvoyé un an entier avant que Sidonia n'active le sort d'invocation. Nolan cependant répond simplement qu'elle n'a aucun motif spécifique, elle suit juste ce qu'elle croit être la bonne chose à faire. Le lendemain matin, Takumi se réveille pour découvrir qu'il est ligoté dans son lit, réalisant instantanément que Maple est la responsable. Maple s'excuse, expliquant qu'elle s'est sentie très seule parce que Takumi a été si occupé dernièrement et qu'elle voulait juste attirer son attention. Takumi réfléchit et comprend qu'il a été tellement absorbé par son travail qu'il n'a pas passé beaucoup de temps avec Maple. Déterminé à se racheter, il décide de prendre un jour de congé et de passer du temps à jouer avec Maple, ce qui la rend incroyablement heureuse. Juste à ce moment-là, Martha entre pour apporter le déjeuner à Takumi. On dirait que quelque chose d'étrange se passe entre Takumi et Maple, mais Takumi l'assure que ce n'est pas ce qu'elle pense. Martha le croit sur parole, mais elle ne peut s'empêcher de remarquer que la soie produite par Maple est vraiment belle. Elle prévoit de traire Maple pour obtenir autant de soie que possible.
Plus tard ce jour-là, Martha réussit à confectionner une chemise en soie d'araignée, et toutes les femmes du village sont complètement éprises de la texture du tissu. Takumi est surpris d'apprendre que la soie d'araignée est si recherchée. Les femmes expliquent que la soie d'araignée est considérée comme un matériau, généralement abordable uniquement pour les nobles. Martha demande alors à Maple si elle pourrait produire plus de soie pour elle. Maple commence à la cracher, mais le processus est lent et prend du temps, ce qui signifie qu'elle n'aura pas la chance de jouer avec Takumi pendant un certain temps. Takumi est un peu déçu car il avait hâte de passer du temps avec Maple pour une fois. Mais il a encore des choses à faire de toute façon, donc il n'est pas trop dérangé. Cela fait environ 1 mois que Takumi est arrivé dans ce village et il a l'intention de se rendre en ville pour étudier son alchimie. Cependant, il ne peut se résoudre à dire au revoir à tous les villageois après avoir passé tant de temps avec eux. Takumi se dirige vers la forge pour rencontrer Boron et continuer à perfectionner ses compétences de forgeron. Peu de temps après, il fabrique avec succès une cuirasse qui convient parfaitement à Takumi, ainsi qu'une paire de bottes à embout d'acier. Boron mentionne que les bottes pourraient être utiles si Takumi a un jour besoin de donner un coup de pied à quelque chose, mais Takumi clarifie rapidement qu'il n'a aucune intention de se battre, car son véritable objectif est de devenir alchimiste. Juste à ce moment-là, Banga apparaît, et il est content de voir que l'armure de Takumi est enfin complète. Cependant, il admet que Takumi lui manquera une fois qu'il sera parti. Il sait que Takumi ne peut pas rester ici éternellement s'il veut développer son entreprise de production. C'est la décision logique pour lui de se rendre en ville où il pourra vendre plus de marchandises et obtenir un approvisionnement fiable en matériaux. Un commerçant de Bolton va venir au village dans quelques jours, alors Banga a arrangé pour que Takumi voyage avec lui sur le chemin du retour vers Bolton. Bien qu'il soit triste de le voir partir, ils comprennent que c'est pour le mieux et encouragent Takumi à commencer à préparer ses affaires. Reconnaissant pour tout leur soutien, Takumi les remercie et commence à retourner chez lui pour faire ses bagages. En chemin, il croise Martha qui porte un seau de viande. Curieux, il lui demande ce qu'elle fait, et Martha explique qu'elle est en route pour se débarrasser des entrailles d'un lapin cornu que Banga a attrapé. Elle mentionne que si les entrailles sont considérées comme la partie la plus savoureuse du lapin, elles nécessitent un traitement minutieux pour éliminer toute maladie ou parasite. Ce village n'a pas l'équipement nécessaire pour cela, elle doit donc jeter la viande pour que personne ne tombe malade. Cependant, Takumi lui dit que ce ne sera pas nécessaire puisqu'il peut simplement purifier la viande. Il se penche et utilise la magie de purification, donc la viande dans le seau devrait être sûre à manger maintenant. Bien que Martha soit effectivement reconnaissante, elle est également stupéfaite que Takumi puisse utiliser la magie de lumière. Elle lui dit qu'il ne devrait probablement pas révéler qu'il peut utiliser la magie de lumière lorsqu'il quittera ce village, car très peu de gens dans ce monde en sont capables. Si les gens le découvraient, cela attirerait beaucoup d'attention indésirable. Takumi prend son avertissement à cœur et jure d'être prudent quant à la révélation de ses pouvoirs. Cependant, tant qu'il reste au village, il décide d'utiliser ses capacités pour améliorer leur qualité de vie autant que possible. Utilisant la magie de la terre, il construit un solide mur de briques pour renforcer la sécurité du village. Pour plus de commodité, il installe une pompe à eau et crée quelques autres commodités utiles. Au moment où il termine, le village a été complètement transformé, ressemblant à un endroit entièrement nouveau. Quand le marchand arrive, il le reconnaît à peine. Banga sort pour saluer Peipek. Et après avoir conclu un accord commercial, Takumi s'approche pour qu'il puisse partir. Peipek a déjà beaucoup entendu parler de Takumi par Banga. Alors il se présente et tout le monde demande si Takumi a toutes ses affaires prêtes. Takumi les assure qu'il n'a rien oublié, mais il y a une chose qu'il veut leur donner. Il prend une potion de son sac et la tend à Banga, mentionnant qu'il a déjà laissé une centaine de ses flacons chez Banga. En cas d'urgence, il veut que Banga les utilise pour soigner les blessures. Peipek, stupéfait par la qualité de la potion, demande s'il peut y regarder de plus près. Après l'avoir examinée, il confirme que c'est une potion de haut niveau. Le reste des villageois arrivent bientôt pour faire leurs adieux à Takumi. Peipek dit qu'il attendra qu'ils aient assez fini leurs adieux avant de partir. Molly dit au revoir à Maple, qui dort dans le sac de Takumi, et Martha lui tend une tenue qu'elle et les autres dames lui ont confectionnée en soie de Maple. Takumi est vraiment reconnaissant pour leur cadeau attentionné et remercie encore une fois tout le monde d'avoir été si gentil avec lui, même s'ils ne le connaissent pas ou n'est-ce pas depuis longtemps. Il monte dans la calèche, et les villageois lui offrent un adieu chaleureux et sincère, l'assurant qu'il aura toujours une place dans leur village. Alors que Papik et Takumi partent pour Bolton, Papik remarque à quel point les villageois l'adorent visiblement. Même les autres dans la calèche sentent que Takumi était comme un membre de la famille pour eux, et cet adieu émouvant touche profondément le cœur de Heath. Au fait, le groupe, qui se dirige également vers Bolton, se présente.
Le blond se nomme Heath. La rousse, c'est Réal. Et le type à l'air sombre là-bas s'appelle Bogart. Ils font partie d'un groupe de rang C nommé Croc de Lion et servent de garde du corps à Papex. Cependant, la région est plutôt paisible, ce qui leur laisse peu à faire. Réal remarque que Takumi serrant fermement son sac et lui demande s'il contient quelque chose de précieux. Takumi répond, expliquant que son araignée tueuse de compagnie dort à l'intérieur. Le groupe est choqué que Takumi ait réussi à apprivoiser une créature si dangereuse. Réal, cependant, insiste pour voir l'araignée, mais il le fait d'une manière excessivement étrange. Maple réagit en lui donnant un coup de tête en plein visage. Takumi s'excuse immédiatement pour les actions de Maple, mais les autres le rassurent, disant que ce n'est pas nécessaire, car Réal l'avait amplement mérité. En fait, Heath plaisante en disant qu'après avoir rencontré Réal, Maple pourrait finir par craindre tous les humains désormais. Cependant, cela ne semble pas être le cas, car elle semble avoir développé une certaine affection pour Bogart. Pendant que tout le monde commence à s'extasier devant Maple, Papik appelle Takumi à l'avant, car il veut parler de la potion qu'il l'a vu tenir plus tôt. Il demande s'il y en a d'autres en stock, car si c'est le cas, il aimerait beaucoup en acheter. Takumi n'est pas vraiment contre l'idée de vendre les potions à Papik, mais tout à coup, son cheval s'arrête et il semble y avoir des problèmes à l'horizon. Une horde de gobelins encercle la calèche pour une attaque, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Le groupe semble ravi d'avoir enfin l'occasion d'agir. Ils disent à Takumi et Papik de se détendre et de tout leur laisser alors qu'ils s'avancent sur le terrain. Avec une vingtaine de gobelins dispersés dans la zone, ils sont confiants en leur capacité et se lancent pendant le combat. Réal abat les gobelins à distance avec son arc, tandis que Bogart et Heath s'occupent du reste de près avec leurs masses et leurs haches. Il ne faut pas longtemps avant qu'ils n'aient anéanti tous les gobelins. Ensuite, ils se mettent au travail pour disséquer les créatures et récupérer les pierres magiques. Peu après, tout le monde retourne à la calèche et leur voyage se poursuit pendant des jours jusqu'à ce qu'ils atteignent Bolton. En entrant dans la ville, les membres de Croc de Lion se dirigent vers la guilde des aventuriers pour signaler le succès de leur mission de garde du corps. Takumi les accompagne, car il doit également s'inscrire à la guilde pour pouvoir rester en ville. Takumi aurait préféré rejoindre la guilde des alchimistes, mais comme il n'y en a pas dans la région, il n'a d'autre choix que de s'inscrire comme aventurier à la place. Hans, le réceptionniste, explique que Takumi peut utiliser la carte de la guilde des aventuriers comme pièce d'identité, et tant qu'il accomplit au moins une quête simple par mois, la carte restera active. Takumi procède à son inscription en tant qu'aventurier et présente Maple comme son animal de compagnie. Une fois toutes les inscriptions terminées, Takumi se rend à la compagnie de commerce de Paypack pour négocier un accord concernant les potions. Il a environ 100 potions de 3 types différents en stock, et toutes sont d'une qualité extrêmement élevée. Paypack est prêt à payer 10 pièces d'argent pour chaque potion de soin et d'endurance, et 50 pièces d'argent pour chaque potion de mana. Takumi fait un rapide calcul mental et réalise qu'il gagnerait plus de 7000 milles de yens. Takumi trouve que la somme d'argent mentionnée est bien trop élevée, mais Pepek explique qu'il aurait pu gagner encore plus s'il avait déjà une réputation établie en tant que producteur. Dans cette optique, puisque Takumi prévoit de travailler comme producteur en ville, Pepek lui suggère de trouver une maison avec un atelier attenant pour plus de commodité. Cependant, cela fait réaliser à Takumi qu'il n'avait même pas pensé à l'endroit où il vivrait une fois arrivé en ville. Pepek décide de l'aider un peu et appelle son assistant, Thomas, afin qu'il puisse montrer à Takumi une bonne propriété à un prix abordable. Cependant, lorsque Takumi voit enfin la maison, elle ressemble bien plus à un manoir, alors il ne pense pas pouvoir se l'offrir. Thomas l'assure que le manoir est tout à fait abordable et garantit qu'il n'y a pas de fantômes ici, donc il n'aura pas à s'en soucier. Takumi aperçoit l'atelier relié à la maison et commence à envisager sérieusement de l'acheter. Comme ce serait idéal pour son travail, avec l'argent qu'il a gagné en vendant des potions à Paypack, il a de quoi se l'offrir. Après y avoir réfléchi un moment, il décide d'aller de l'avant et dit à Thomas qu'il achètera le manoir. Thomas est ravi de l'entendre et dit qu'il va commencer les formalités immédiatement afin que Takumi puisse emménager dès demain s'il le souhaite. Alors qu'il marche dans les rues de la ville, Takumi sent une odeur nauséabonde dans l'air. Thomas voit bien que l'odeur dérange Takumi. Alors il explique que cette puanteur provient des égouts. Les personnes riches utilisent des purificateurs magiques pour nettoyer leurs eaux usées, mais les égouts principaux de la ville n'ont pas ce luxe. Les purificateurs magiques sont incroyablement rares, car ils ne peuvent être découverts que dans des ruines antiques ou des donjons, ce qui les rend bien trop coûteux à installer dans le système d'égouts de la ville. Bien que des prêtres soient parfois engagés pour purifier manuellement les égouts à l'aide de magie, les égouts restent sales la plupart du temps. Le lendemain, Takumi et Maple emménagent dans leur nouvelle maison,
Et la première chose que Takumi veut faire est de trouver une solution au problème des égouts. Il obtient un morceau de quartz et d'argile de la compagnie de Pepix, et après avoir utilisé la magie pour le façonner, il combine la magie du feu avec la magie spatio-temporelle pour le cuire rapidement. Après avoir fait cela pendant un certain temps, le mana de Takumi est complètement épuisé. Il doit donc boire quelques potions de mana. Du côté positif, il réussit à achever sa création, une toilette moderne. À ce moment-là, Takumi entend Papix crier depuis le salon. Il se précipite pour voir ce qui se passe et trouve Papek, complètement enveloppé dans la soie de Maple, de la tête aux pieds. Confus, Takumi demande à Maple pourquoi elle ferait une telle chose, et elle explique qu'elle pensait que Papek trouverait cela amusant. À sa décharge, la texture douce et apaisante de sa soie endort Papik, mais cela ne rend pas la chose acceptable. Takumi s'excuse sincèrement pour le comportement de Maple, Papik l'assure que tout va bien qu'être soudainement ligoté de la sorte l'ait un peu surpris, alors il s'excuse pour aller rapidement utiliser les toilettes de Takumi. Cependant, dès qu'il entre, il ressort et commence à demander ce qu'est cette merveille de technologie. Takumi s'approche et explique que c'est une toilette attachée à un dispositif de purification magique. Donc, elle se nettoie automatiquement une fois que vous avez terminé vos affaires. En gros, après avoir fait vos besoins, elle utilise la magie de purification pour décomposer les déchets en matériaux inorganiques qui sont ensuite évacués par le drain. L'installation a parfaitement du sens pour Paypack, mais il souligne que la seule façon dont une telle chose aurait pu être créée est par quelqu'un ayant une aptitude pour la magie de lumière. Cela fait réaliser à Takumi qu'il a peut-être fait une erreur, car Martha l'avait explicitement averti de ne pas utiliser ouvertement sa magie de lumière. Inquiet, il demande à Pepek de garder cela secret. Comprenant les préoccupations de Takumi, Pepek accepte de ne rien dire à personne. Cependant, il est tellement impressionné qu'il insiste pour avoir quelques-unes de ses toilettes et demande à Takumi s'il pourrait en fabriquer une centaine. Takumi hésite à accepter, car fabriquer une seule toilette a demandé beaucoup de travail, mais comme Papek est si insistant, il accepte de le faire à condition que Papek puisse fournir les matières premières. Paypik est vraiment heureux de l'entendre, mais il ne peut pas s'attendre à ce que Takumi fabrique toutes ses toilettes tout seul. Alors il suggère que Takumi devrait faire un contrat d'esclavage. Takumi est surpris par cette suggestion, car il n'envisagerait jamais de posséder un esclave. Papik explique que si Takumi veut garder ses capacités cachées, avoir un esclave pour l'aider pourrait être l'option la plus sûre. Comme les esclaves sont liés par le secret, il souligne que posséder une aptitude pour la magie de lumière est une rareté extraordinaire, signifiant une faveur divine, ce qui attirerait probablement l'attention de l'Église de la lumière divine. L'Église réalise d'énormes profits en monopolisant la magie de purification, donc Pepik doute qu'il serait ravi d'apprendre que des roturiers pourraient avoir accès à une purification bon marché grâce aux toilettes de Takumi. Cependant, Pepik a une idée de la façon de contourner l'église, donc Takumi n'a pas besoin de s'en inquiéter pour l'instant. Le plus important est de s'assurer que l'église ne découvre pas sa magie de lumière. C'est pourquoi Papik insiste sur le fait qu'acquérir un esclave serait la meilleure option pour lui. Takumi reste fermement opposé à l'esclavage et déclare qu'il gérera tout le travail par lui-même. Cependant, sa carte de guilde se met soudainement à briller. En la vérifiant, il découvre un message lui demandant d'accomplir une quête de vérification pour maintenir son statut d'aventurier. Réalisant qu'il n'aura pas le temps de finir les toilettes tout seul, il accepte à contre-cœur d'acheter un esclave. Pepek emmène Takumi à la compagnie commerciale Mulan, expliquant qu'ils sont réputés comme les marchands d'esclaves les plus éthiques de la région. Pendant que Pepek va négocier avec le propriétaire pour obtenir une bonne affaire pour Takumi, Takumi se promène dans le jardin, attiré par sa beauté. Dans le jardin, il aperçoit une magnifique elfe assise sur une terrasse. Au moment où elle remarque Takumi, elle lui dit immédiatement de partir. Peu de temps après, Pepik présente Takumi à Mulan, la propriétaire de la compagnie de commerce d'esclaves. Il l'informe que Takumi est intéressé par l'achat d'un esclave. Bien qu'il souligne que Takumi était assez hésitant à cette idée, curieuse, Mulan demande à Takumi s'il y a une raison particulière à sa réticence. Takumi explique alors que dans son pays d'origine, la pratique d'acheter et de vendre des personnes a été abolie il y a longtemps, ce qui rend difficile pour lui de l'accepter ici. Mulan reconnaît les préoccupations de Takumi, mais le rassure qu'ici, dans cette nation, les droits et privilèges des esclaves sont au moins maintenus dans une certaine mesure. Voici comment cela fonctionne essentiellement. Le propriétaire est responsable de fournir à l'esclave les besoins essentiels, comme la nourriture, les vêtements et un abri, tandis que l'esclave est censé remplir des tâches spécifiques décrites dans son contrat. Le contrat inclut également une clause empêchant le maître ou l'esclave de causer un préjudice mortel à l'autre. Takumi trouve cet arrangement rassurant,
car il transforme essentiellement le contrat d'esclavage en quelque chose qui ressemble à un emploi régulier avec des règles clairement définies. Moulin continue en expliquant les différents types de contrats d'esclavage. Par exemple, ceux qui deviennent esclaves en raison de dettes sont sous contrat, jusqu'à ce qu'ils gagnent suffisamment pour rembourser ce qu'ils doivent. Les contrats permanents, en revanche, sont généralement attribués aux criminels ou aux captifs de guerre comme alternative à l'exécution. Cependant, la plupart des contrats d'esclavage résultent de personnes illégalement forcées à l'esclavage par des bandits. Paypek suggère qu'un esclave de guerre serait le meilleur choix pour Takumi, car ils ne peuvent pas quitter leur maître sans permission. Bien que Mulan puisse arranger cela, elle demande pourquoi il est si important que l'esclave soit lié de cette manière. Papek commence à expliquer les compétences de production exceptionnelles de Takumi et la nécessité de protéger ses secrets. Mais Mulan insiste pour entendre le raisonnement directement de Takumi. Takumi clarifie qu'en tant que producteur, il veut se concentrer sur son travail, mais gérer les quêtes de la guilde des aventuriers rend cela difficile. Vivant dans un manoir, il a aussi besoin d'aide pour son entretien. De plus, en raison de certaines compétences uniques qu'il possède, il a besoin de l'assurance que son esclave ne divulguera aucune information à son sujet. Enfin, parce que ces quêtes impliquent la récolte d'ingrédients et pourraient être dangereuses, il a besoin d'un esclave qui soit aussi un combattant expérimenté pour assurer leur sécurité. Mulan comprend rapidement que Takumi n'a pas de mauvaises intentions. Mais elle refuse fermement de le laisser confier à un seul esclave les tâches ménagères et le combat. Elle n'est prête à faire affaire avec lui que s'il accepte d'acheter 2 esclaves distincts pour ses rôles. Dans cette optique, elle mentionne qu'elle connaît quelqu'un qui serait parfaite comme femme de ménage et appelle Maria dans la pièce. Maria, qui a été forcée à l'esclavage enfant, a été formée de manière approfondie à la lecture, à l'écriture, aux mathématiques et à l'entretien général de la maison, ce qui en fait une excellente candidate pour le poste. Maria déclare avec assurance qu'elle est capable de gérer seule toutes les tâches ménagères d'un manoir, ce qui rassure Takumi. Cependant, Maria remarque qu'il semble perdu dans ses pensées et lui demande si quelque chose le tracasse. Takumi lui dit qu'il est juste un peu confus car il ne comprend pas pourquoi personne n'a encore acheté Maria. Vu comme elle est mignonne et capable, Maria est toute gênée que Takumi la trouve mignonne. Alors il s'excuse, car cela aurait pu être inapproprié à dire. Maria se calme et dit à Takumi qu'elle ne peut faire que le travail ménager, décrit dans le contrat, et rien d'autre. Takumi dit que cela lui convient, car il veut seulement qu'elle fasse le ménage, mais Maria veut être très claire sur le fait qu'elle ne fera rien d'autre. Takumi ne comprend pas pourquoi elle en parle autant. Puisque Mulan a déjà expliqué comment fonctionnent ces contrats, mais Maria lâche alors qu'elle ne peut pas coucher avec Takumi. Takumi se sent également troublé, mais rassure Maria que ses intentions sont sincères. Il ne la veut que comme femme de ménage. Rien d'inapproprié. Cela clarifié, Takumi demande à Maria si elle est toujours prête à former un contrat avec lui, ce à quoi elle accepte joyeusement. L'affaire étant réglée, Mulan annonce qu'elle va commencer à rédiger le contrat pour Maria. Cependant, en ce qui concerne un serviteur de combat, Mulan explique qu'elle n'a actuellement personne qui corresponde aux critères. En entendant cela, Maria l'interpelle, affirmant que Sofia est toujours là. Mulan n'apprécie pas d'être contestée et dit sèchement à Maria de retourner dans sa chambre et de commencer à faire ses affaires. Après le départ de Maria, Takumi demande à Mulan si ce que Maria a dit est vrai. Mulan confirme qu'il y a bien une esclave de combat dans le bâtiment, mais avertit que Sofia pourrait ne pas lui convenir en raison de ses nombreux problèmes. Mulan tente de mettre fin à la conversation, mais Takumi, intrigué, demande à rencontrer Sofia. À contre-cœur, Mulan accepte et l'emmène dans sa chambre. Quand ils arrivent, Sofia est surprise de voir que le visiteur est le garçon qu'elle a rencontré plus tôt dans la cour. Mulan explique l'histoire de Sofia, révélant qu'elle a été capturée comme esclave de guerre pendant le conflit entre le royaume de Triaria et le royaume d'Ugar, des événements qui ont eu lieu il y a plus de 50 ans. Takumi est choqué de découvrir que Sofia a plus de 50 ans, ce qui amène Mulan à expliquer que le royaume du Gruer était une nation elfe, et que les elfes ont naturellement des durées de vie beaucoup plus longues. Mulan détaille ensuite pourquoi Sofia a eu du mal à former un contrat avec qui que ce soit. Elle porte une cicatrice visible sur ses oreilles, et sa main droite ainsi que sa jambe gauche ont une mobilité limitée. Ces problèmes physiques à eux seuls la rendent inadaptée à la plupart de ceux qui cherchent un esclave de combat, mais en plus de cela, elle a également perdu sa capacité à utiliser la magie élémentaire, un trait distinctif des elfes indiquant qu'elle pourrait être maudite. Compte tenu de tout cela, Mulan doute que Sofia puisse être d'une quelconque aide à Takumi dans sa quête. Malgré ses préoccupations, Takumi insiste pour évaluer la situation lui-même et demande un peu de temps seul avec Sofia. Mulan accepte avec hésitation et quitte la pièce. Une fois seule, Takumi tient doucement le visage de Sofia et la regarde dans les yeux.
Bien qu'il n'aime pas utiliser l'évaluation sur les gens sans leur consentement, Takumi estime que c'est nécessaire pour comprendre à quoi il a affaire. Quand il examine l'écran de statut de Sophia, il est stupéfait de voir que ses statistiques sont incroyablement élevées. Bien que ses blessures et sa malédiction limitent ses capacités, Takumi réalise que s'il peut résoudre ses problèmes, elle serait une compagne de combat idéale. Peu après, Mulan retourne dans la pièce et demande si Takumi a pris sa décision. Il déclare avec confiance qu'il veut prendre Sophia. Surprise, Sophia lui rappelle tous ses défauts, mais Takumi l'assure qu'il arrangera tout, donc ce ne sera pas un problème. Impressionné par sa confiance, Mulan accepte de confier Sophia aux soins de Takumi. Quelques minutes plus tard, Mulan finalise les termes du contrat, et la dernière étape est de l'exécuter. Les trois se rassemblent, tandis que Mulan utilise la magie pour les lier aux termes convenus. Une fois le processus terminé, Maria et Sophia deviennent officiellement les esclaves de Takumi. Maria exprime sa gratitude à Takumi de l'avoir choisi, et jure de travailler dur pour répondre à ses attentes. Sophia faisant écho à ce sentiment, le trio retourne finalement à la maison de Takumi. Et au moment où il ouvre la porte, Maple bondit avec enthousiasme pour le saluer. Préoccupée par la sécurité de Takumi, Maria et Sophia se tendent immédiatement, Sophia se préparant à attaquer. Cependant, Takumi l'arrête rapidement et explique que Maple est en fait son araignée tueuse de compagnie. Bien que perplexe face à cette révélation, les deux décident de l'accepter et d'agir comme si c'était tout à fait normal. Un peu plus tard, Takumi les conduit à l'une des chambres vides du manoir. Sophia et Maria l'aiment beaucoup. Alors Takumi leur dit que Sophia peut prendre celle-ci et Maria peut prendre la chambre d'à côté. Aucune d'elles ne peut croire que Takumi soit prêt à leur donner leur propre chambre, mais ce n'est pas comme s'il utilisait les pièces de toute façon. Alors ils pensent que ce serait bien si quelqu'un en faisait bon usage au moins. De plus, il y a aussi une grande salle de bain. Alors il leur dit qu'une fois qu'elles auront fini de déballer leurs affaires, elles pourront utiliser le bain quand elles le souhaitent, et Maria est vraiment excitée à cette idée. Plus tard, en prenant un bain ensemble, Maria partage à quel point elle est ravie que Takumi ait également choisi d'acheter Sophia. Elle admet qu'elle n'aurait jamais cru que Mulan laisserait partir Sophia, car Mulan avait passé les 50 dernières années à refuser de la vendre. Peu importe le montant offert, pour que Mulan vende Sophia à Takumi, elle devait avoir vu quelque chose de digne de confiance en lui. Sophia convient que Takumi semble gentil, mais reste un peu méfiante car elles en savent si peu sur lui. Pendant les préparatifs du contrat, Sophia a aperçu le dossier de Takumi et a remarqué que la plupart de ses informations personnelles, comme sa ville natale et sa lignée, étaient laissées en blanc. Cela l'a fait soupçonner qu'il pourrait intentionnellement cacher quelque chose. Après avoir terminé leur bain, elles sortent et sont choquées de voir que Takumi a déjà préparé le dîner pour elles. Maria est particulièrement dévastée, car le travail ménager est censé être son rôle. Alors si Takumi gère tout lui-même, elle est aussi inutile qu'une toilette. Takumi explique qu'il essayait juste de rendre le premier jour de travail de Maria un peu plus facile, mais si cela la fait se sentir mieux, il la laissera s'occuper du reste des tâches toute seule. Pour l'instant, il leur demande de s'asseoir afin qu'ils puissent tous dîner ensemble. Mais Sophia hésite, car les serviteurs n'ont généralement pas le droit de manger à la même table que leur maître. Takumi comprend qu'elle puisse trouver son comportement étrange pour un propriétaire d'esclaves, mais il ne veut pas qu'elle reste bloquée sur la tradition. À propos de la tradition, Takumi mentionne qu'il n'aime pas particulièrement être appelé maître tout le temps et suggère qu'elle l'appelle Aro par son nom à la place. Sophia, cependant, demande si c'est un ordre formel. Takumi clarifie qu'il ne veut pas la forcer à l'appeler par son nom si cela la met mal à l'aise. Alors que Maria semble parfaitement à l'aise de l'appeler par son nom, Sophia reste un peu réticente. Le lendemain, Takumi se rend à la compagnie commerciale Paypex pour récupérer un colis qu'il avait commandé. Paypex lui assure avoir fait de son mieux pour l'emballer solidement, mais il insiste pour que Takumi soit très prudent en le ramenant chez lui. Sur le chemin du retour, Takumi aperçoit une église toute proche. Alors il entre et s'agenouille pour prier Nolan. Il la remercie pour toutes les compétences qu'elle lui a offertes, car elles lui ont été d'une grande aide, mais il y a quelque chose qu'il voulait absolument lui demander. Durant le temps qu'il a passé dans ce monde, il a appris que le Saint-Empire de Sidonia contrôle la doctrine religieuse ici, et il ne comprend donc pas pourquoi Nolan a tant de problèmes avec eux, c'est vraiment étrange. À cet instant précis, Takumi entend la voix de Nolan, et la voit se tenir devant lui, ce qui le fait paniquer un court instant. Nolan lui explique calmement qu'elle l'a entendu prier, et l'a amené ici pour une petite discussion. Rien de plus. Répondant à sa question précédente, elle lui révèle qu'elle ne favorise pas Sidonia, parce qu'ils ne suivent pas sa volonté. Elle lui explique que ce monde possède deux religions principales, l'église de la création et l'église de la lumière divine. L'église de la création l'a fidèlement adorée depuis sa fondation,
tandis que l'Église de la lumière divine agit sans tenir compte de ses directives, faisant absolument ce qu'elle veut. L'empire de Sidonia a même lancé de multiples croisades pour propager de force sa religion, c'est dire. Pendant tout ce temps, Nolan a choisi de rester en dehors de tout cela, n'ayant aucun intérêt à se mêler des petites querelles de l'humanité. Takumi lui fait remarquer que c'était une décision stupide, car la seule raison pour laquelle Sidonia a pu activer le sort d'invocation qui l'a amené ici, c'est précisément parce que Nolan n'est pas intervenu avant qu'il ne soit bien trop tard. Et oui, ça sonne mal quand il le formule ainsi, mais elle lui a accordé toutes ses bénédictions pour compenser son erreur. Cependant, il y a quelque chose d'important qu'elle doit lui dire. La plupart de ces bénédictions resteront avec lui pour toujours, c'est certain. Mais il y en a une qui finira par disparaître, et c'est cette chance incroyablement grande qu'il a eue récemment. Elle lui a en quelque sorte offert un tutoriel pour débutants en lui permettant de rencontrer des gens si gentils et si serviables, c'était une aide précieuse. Mais bientôt, il finira par rencontrer des gens aux intentions malveillantes, c'est inévitable. Désormais, les résultats de ses actions dépendront entièrement de lui. Peu après, Takumi arrive chez lui et trébuche sur Maple, qui l'accueille avec beaucoup d'enthousiasme. Sophia et Maria se précipitent pour voir s'il va bien, mais quand Sophia tente de prendre le colis qu'il a ramené, il le range rapidement dans sa boîte à objets pour l'empêcher de le toucher. Il les informe ensuite qu'il travaillera dans son atelier pendant un certain temps et demande à ne pas être dérangé, sous aucun prétexte. Sophia, remarquant que le colis était enveloppé dans du papier magique de haute qualité, devient très méfiante, soupçonnant qu'il pourrait contenir quelque chose de dangereux. Incapable d'ignorer ses doutes, elle suit Takumi jusqu'à son atelier, discrètement. Là, elle est choquée de le voir tremper un couteau dans du poison, se couper délibérément, puis guérir immédiatement la blessure. Ses actions lui semblent bizarres et très troublantes. Quand Takumi mentionne nonchalamment le nom de Maria pendant son expérience, les soupçons de Sophia s'intensifient, la poussant à croire qu'il a de sinistres intentions envers Maria. C'est une certitude. Elle tente de l'attaquer, mais submergée par l'épuisement, elle s'effondre plutôt sur Takumi. Takumi vérifie son statut pour comprendre ce qui ne va pas chez elle, et il découvre qu'elle souffre d'un épuisement extrême. C'est très grave. Probablement à cause de sa malédiction, une blessure comme celle-ci ne serait normalement pas si difficile à guérir, mais à cause de la malédiction, il lui faut beaucoup d'efforts pour enfin soigner sa main. Une fois qu'il a terminé, sa magie de lumière monte de niveau, c'est une bonne chose. Plus tard, il porte Sophia jusqu'à sa chambre, et comme sa magie de lumière a monté de niveau, il a maintenant suffisamment de pouvoir pour dissiper sa malédiction, alors il y déverse toute sa magie. Et finalement, il parvient à guérir complètement Sophia, et à lever sa malédiction, c'est un soulagement. Elle est toujours inconsciente à cause de l'épuisement, mais elle devrait aller bien après un peu de repos. Quelques heures plus tard, Sophia se réveille. Et en voyant Maria, elle la prévient d'urgence de s'enfuir, convaincue que Takumi est complètement fou d'après ce qu'elle a vu plus tôt, c'est une certitude. Maria, cependant, n'a absolument aucune idée de ce à quoi Sophia fait référence, mais elle est plus certaine que jamais que Takumi est une très bonne personne. Pour prouver son point, Maria tend un miroir à Sophia, révélant ainsi les changements que Takumi a opérés sur elle. Sophia est stupéfaite de réaliser que son corps a été guéri et que sa magie est restaurée. Déterminée à comprendre, Sophia sort pour confronter Takumi, qui lui confirme qu'il a réussi à lever sa malédiction. C'est incroyable. Il explique que cela a nécessité d'endurer une douleur et un effort considérable pour faire monter son niveau de compétence. Mais il la rassure, en lui disant qu'elle n'a pas besoin de se sentir redevable. Après tout, il lui avait promis de la guérir, c'était sa parole. Sophia réalise alors qu'elle avait entièrement mal jugé Takumi. Submergée de gratitude pour la gentillesse qu'il lui a témoignée, elle s'agenouille devant lui et jure solennellement de le servir fidèlement pour le reste de sa vie, c'est une promesse. Le lendemain matin, Takumi se dirige vers la bibliothèque pour chercher des informations sur l'alchimie, seulement pour découvrir que toute la bibliothèque ne contient que 4 petits livres sur le sujet, c'est vraiment peu. Perplexe, Takumi se demande pourquoi l'alchimie n'est pas plus largement pratiquée, surtout qu'elle semble si simple à comprendre. Cependant, la vérité est que l'alchimie est loin d'être simple, c'est une discipline complexe. Les textes disponibles sur l'alchimie sont écrits dans l'ancienne langue de ce monde, et la seule raison pour laquelle Takumi peut en comprendre quoi que ce soit est grâce à la bénédiction que Nolan lui a accordée, qui lui permet de comprendre absolument toutes les langues de ce monde, c'est très pratique. Plus tard ce jour-là, Takumi, Maria et Sophia terminent de fabriquer une grande quantité de toilettes. Bien qu'il y en ait encore beaucoup à faire, ils ont fait des progrès constants. Takumi pense qu'il pourra faire une pause dans la fabrication de toilettes pendant un bon moment. Puisqu'il ne travaillera plus sur les toilettes pour le moment, Maria lui demande ce qu'il compte faire ensuite. Takumi explique qu'il prévoit de partir en voyage dans un avenir très proche, c'est son projet. Plus précisément, il veut chercher de nouveaux ingrédients d'alchimie, admirer les paysages uniques que ce monde a à offrir, et peut-être même explorer quelques ruines en chemin. Il a déjà décidé d'emmener Sophia comme garde du corps, il aura donc besoin de Maria pour rester et s'occuper de la maison pendant son absence, c'est essentiel. Maria cependant n'est pas du tout enchantée par cette idée,
Elle demande à Takumi si elle peut se joindre à lui pour son voyage, mais il ne pense pas que ce soit une bonne idée, car le voyage risque d'être très dangereux. De plus, il a principalement engagé Maria pour s'occuper du manoir, donc l'emmener avec lui irait à l'encontre du but d'avoir une femme de chambre, c'est logique. Bien que Maria comprenne son raisonnement, l'idée d'être laissée seule dans le manoir la rend incroyablement solitaire, c'est une sensation terrible. Alors elle supplie Takumi de reconsidérer sa décision. Takumi se sent coupable de laisser Maria toute seule, c'est vrai. Mais avant de prendre une décision, il décide de vérifier quelque chose d'important. Il prend le visage de Maria et utilise l'évaluation pour examiner ses statistiques. À sa grande surprise, Maria est plutôt impressionnante, c'est le moins qu'on puisse dire. Ses compétences sont excellentes, pas surpuissantes, mais certainement assez fortes pour se défendre dans un combat. Avec cela, Takumi accepte de la laisser venir. Tant qu'elle est confiante de pouvoir gérer le voyage, tout ira bien. Sofia propose d'entraîner Maria à la magie et au combat pour s'assurer qu'elle est préparée à tout danger potentiel, et Takumi apprécie beaucoup l'idée. Il demande ensuite à Sofia de les entraîner tous les deux, lui et Maria, c'est une excellente initiative. Maintenant qu'il est décidé que Maria rejoindra l'expédition, Takumi estime qu'il est temps de commencer à fabriquer de l'équipement pour tout le monde. Avant de se mettre au travail, il demande à Sofia quel type d'arme elle préférerait. C'est une question importante. Sans la moindre hésitation, Sofia commence à énumérer un arsenal d'armes, très étendu. Elle demande une épée longue, une lance de 2,5 mètres, un arc et 2 couteaux. Ce niveau de préparation n'est pas surprenant, étant donné son expérience en tant que guerrière aguerrie, c'est tout à fait normal. Maria, en revanche, n'est pas très familière avec les armes. Bien qu'elle veuille reçu une formation de base au maniement de l'épée courte de la part de Milan, elle dit à Takumi qu'un ensemble de couteaux de combat devrait lui suffire amplement, c'est son avis. Cependant, Sofia souligne que se fier uniquement aux couteaux de combat laisserait Maria désavantagée en termes de portée, alors elle suggère d'ajouter une lance à son arsenal. Comme Maria ne sait pas utiliser de lance, Sofia propose de lui donner une formation rapide pour lui enseigner les bases. C'est une bonne idée. Pendant qu'elle s'occupe de cela, Takumi commence à fabriquer les armes. Il ne lui faut pas longtemps pour finir toutes les lames, mais le processus consomme une quantité significative de son mana, le forçant à boire une potion de mana pour récupérer avant de pouvoir continuer son travail. La dernière étape pour les lames est que Takumi y jette un enchantement d'attaque et d'auto-réparation, afin de ne pas avoir à effectuer de maintenance aussi souvent. Une fois cela fait, les lames sont enfin complètes, c'est un soulagement. Maintenant, il va passer au poignet, mais comme Maria a demandé des couteaux de combat, elle aura besoin d'un fourreau pour eux. Et même si Takumi est un gentleman, il reste tout de même un homme de culture, c'est bien connu. Alors imaginez les cuisses épaisses de Maria avec des couteaux dessus, le fait presque s'évanouir, c'est une vision intense. Ensuite, Takumi doit fabriquer une armure pour les filles. Au lieu de leur demander directement de prendre leurs mesures, il trouve une solution bien plus pratique. Il ouvre sa boîte à objets et en sort 2 poupées, grandeur nature de Maria et Sofia, qu'il avait précédemment créées grâce à sa compétence Évaluation X. Ne demandez surtout pas pourquoi il les a faites en premier lieu, c'est un secret. Quant à l'armure elle-même, Takumi prévoit de la fabriquer en utilisant la soie de Maple et une partie de la carapace et de la peau qu'il a obtenue du sanglier blindé. En ce qui concerne le design, il n'a jamais eu l'occasion de faire d'armure pour d'autres auparavant, c'est une première. Alors il décide de laisser libre cours à son imagination et d'essayer toutes ses fantaisies vestimentaires avec ses poupées. Après plusieurs jours et de multiples refontes, Takumi présente enfin l'armure à Maria et Sofia et elle leur va à merveille, c'est magnifique. Il leur demande si elles l'aiment et toutes deux sont sincèrement surprises de voir à quel point elle leur va parfaitement. Surtout que Takumi n'a jamais pris leurs mesures, c'est presque comme s'il avait eu des répliques exactes d'elle, c'est très étrange. Soudain, Maple commence à révéler des informations sur les poupées que Takumi a utilisées, mais il couvre rapidement la bouche de Maple avant qu'elle ne puisse en dire plus. Pour détourner leur attention et éviter tout soupçon, Takumi change de sujet, leur demandant ce qu'elle pense des armes qu'il a fabriquées pour elle, c'est plus sûr. Sofia sort l'épée que Takumi a fabriquée pour elle, et elle dit qu'elle lui semble absolument parfaite. Il en va de même pour Maria, alors qu'elle teste ses couteaux de combat, et elle est très reconnaissante pour l'équipement qu'il lui a confectionné, c'est certain. Il y a encore une chose que Takumi a faite pour elles deux, alors il sort des anneaux et leur dit que cela devrait les aider avec leur sort magique. Sofia et Maria acceptent les anneaux, mais elles se sentent mal d'avoir tant dérangé Takumi, car des anneaux comme ceux-ci sont forcément très gourmands en mana. Takumi admet que c'était épuisant, mais cela l'a aidé à faire monter de niveau sa magie de glace et de foudre, donc l'effort en valait vraiment la peine. Une fois tout l'équipement testé, les trois se dirigent vers la guilde afin que Takumi puisse enregistrer Maria et Sofia comme aventurières. C'est une étape importante. Puisque c'est leur première fois à la guilde, Maria et Sofia se voient toutes deux attribuer le rang H. Pendant qu'ils sont là, la réceptionniste rappelle à Takumi qu'il doit accomplir au moins une quête pour maintenir son statut d'aventurier, c'est la règle. Takumi se dirige ensuite vers le tableau des missions pour chercher une quête appropriée. Il vise une quête de rang H ou G pour rester simple, mais Sofia lui suggère d'opter plutôt pour une quête de difficulté supérieure, car cela l'aiderait à monter de rang beaucoup plus rapidement, c'est une bonne stratégie. Quelques salauds entendent dire que Takumi est de rang H,
Alors ils pensent pouvoir l'intimider pour qu'il s'enfuit, afin de s'amuser avec Sophia et Maria. Ils disent à Takumi qu'ils sont tous de rang D, donc il n'y a aucune chance qu'ils puissent les gérer tous en même temps, c'est impossible. Et ils n'ont aucun problème à tabasser un type au hasard, juste pour le plaisir. Maria est sur le point d'intervenir et de remettre ces idiots à leur place, mais Takumi l'arrête et dit qu'il s'en occupera lui-même, c'est sa décision. Il est absolument terrifié, c'est vrai. Mais ces types l'ont non seulement manqué de respect, mais plus important encore, ils ont manqué de respect à ses amis, alors il ne peut pas reculer. Les aventuriers de rang D sont insultés qu'une recrue de rang H comme Takumi ose les défier, alors le type au ventre proéminent lui lance un coup de poing de toutes ses forces, c'est violent. Takumi ne prend même pas la peine d'esquiver, laissant le coup de poing l'atteindre, mais le seul qui est blessé est le type de rang D. Alors qu'il finit par se casser la main sous l'impact, soudain, le maître de guilde, Barak, arrive sur les lieux, exigeant de savoir ce qui s'est passé. Car se battre est strictement interdit dans la guilde, c'est la règle. Initialement, il suppose que Takumi est le fautif parce que Takumi est complètement indemne, tandis que l'autre gars a un bras cassé. Cependant, Maria défend rapidement Takumi, insistant sur le fait qu'il n'a absolument rien fait de mal, c'est une certitude. La réceptionniste intervient également pour confirmer leur histoire, expliquant que tout ce que Takumi a fait, c'est rester là et encaisser un coup de poing au visage. Le maître de guilde veut toujours tirer cette affaire au clair, c'est important. Alors pour l'instant, il demande à quelqu'un de faire partir le type au ventre proéminent, et dit à Takumi et à son groupe de venir avec lui, car il a quelques questions à leur poser. Il pense que Takumi ne faisait que se défendre, c'est son impression. Mais il ne comprend pas comment il a fait et aimerait une explication claire. Takumi est un peu mal à l'aise à l'idée de révéler des informations personnelles sur ses compétences, mais le maître de guilde l'assure que toutes ces informations resteront strictement confidentielles, c'est une promesse. Dans ce cas, Takumi explique que lorsque le type lui a lancé le coup de poing, il a ouvert sa boîte à objets et en a sorti un morceau de charbon de bois qu'il a ensuite utilisé pour couvrir son corps, en guise de défense, afin de s'assurer qu'il ne serait pas blessé du tout. Il a synthétisé le charbon de bois en diamant. Cela explique comment il a cassé le poing de ce type sans rien faire du tout. Pendant qu'ils sont sur le sujet, le maître de guilde suggère de promouvoir Takumi au rang D immédiatement. C'est une bonne idée. Il est clair qu'il a les compétences pour se qualifier, et un rang plus élevé dissuaderait les idiots, comme le dernier type, de le cibler simplement parce qu'il est accompagné de femmes très attirantes. Cependant, Takumi estime qu'il ne serait pas juste de recevoir une promotion automatique pour une telle raison, c'est son principe. Hans propose alors que Takumi et son groupe entreprennent quelques quêtes difficiles pour gagner leur promotion de rang de manière équitable. Sophia et Maria pensent toutes deux que c'est une excellente idée, alors Takumi accepte de s'y conformer. C'est une bonne chose. La quête qui leur a été assignée implique l'extermination de gobelins et de kobolds, ainsi que la collecte d'herbes de Maril. Ils se dirigent d'eau vers la forêt pour commencer. Maple agit comme éclaireuse du groupe et les avertit qu'il y a un groupe de 4 gobelins devant eux, c'est important. Sophia prend l'initiative et se porte volontaire pour s'occuper des 2 premiers. Alors elle fonce en avant et les abat d'un seul coup. Les 2 autres sont piégés par la toile de Maple, et une fois qu'ils tombent au sol, Maria et Takumi les poignardent à travers le cou, c'est très efficace. Takumi est satisfait de la façon dont ils gèrent les monstres, mais il ne peut s'empêcher de remarquer le nombre impressionnant qu'ils ont rencontré dans cette zone. Ils ont déjà éliminé près de 100 gobelins et kobolds, ce qui amène Sophia à soupçonner qu'il pourrait y avoir un campement de monstres tout proche. C'est une possibilité. Si c'est vrai, alors il est fort probable qu'un général gobelin soit également présent. Un général gobelin est un monstre de rang C, ce qui signifie qu'il faudrait normalement au moins 5 groupes de rang D pour le vaincre. C'est une tâche ardue. Mais avec la magie spirituelle de Sophia, la magie terrestre de Maria et la magie élémentaire de Takumi, elle est confiante qu'il devrait pouvoir le vaincre. Takumi se sent toujours un peu mal à l'aise à l'idée de relever un tel défi, mais comme Maria et Sophia semblent si sûrs de leur force, il est prêt à les suivre, sans oublier qu'ils ont toujours Maple de leur côté, c'est un atout. Sortie de nulle part, Maple informe Takumi qu'elle est sur le point d'évoluer et ne peut plus participer au combat. Takumi hoche la tête en signe de compréhension et ouvre une dimension de poche pour qu'elle puisse s'y reposer tranquillement. Cependant, cela laisse Sophia et Maria pleines de questions. Se demandant quand Takumi a appris à créer des dimensions de poche, Takumi écarte nonchalamment leur curiosité, affirmant que ce n'est qu'une de ses nombreuses compétences, rien de plus. Plus important encore, il souligne qu'avec Maple hors service, ils n'auront pas autant de soutien qu'ils l'avaient initialement prévu. Malgré cela, Sophia reste confiante qu'ils peuvent toujours réussir à gérer la situation, c'est sa conviction. Ils arrivent bientôt au camp de gobelins, et après une petite reconnaissance, Sophia conclut qu'il y a environ 400 gobelins ici. Takumi lui demande s'ils doivent vraiment combattre tous ces gobelins, et normalement oui, ils le devraient. Mais la reconnaissance de Sophia a également révélé qu'il n'y a aucun humain dans la zone, ils sont donc libres de faire exploser cet endroit avec de la magie, c'est une opportunité. Tous les 3 préparent leurs sorts d'attaque les plus puissants, et tous en même temps, ils déchaînent l'enfer sur le camp de gobelins, c'est terrible. Au moment où ils ont terminé, presque tous les gobelins ont été tués. Il ne reste donc que le général gobelin et quelques chevaliers gobelins.
Sophia décide de s'occuper des chevaliers gobelins, laissant Takumi gérer le général. Au lieu de l'engager directement avec sa lance, il choisit de l'incendier, l'achevant rapidement. C'est très efficace. Une fois qu'ils ont confirmé que tous les gobelins ont été éliminés, ils collectent les pierres magiques et retournent à la guilde, complètement épuisés par tous leurs efforts. Les trois peuvent à peine se tenir debout, c'est dire leur état. Hans est stupéfait qu'ils aient réussi à accomplir leur quête, et même à vaincre un général gobelin en seulement une demi-journée. C'est incroyable. Il leur demande ensuite d'entrer dans la salle de réunion, car le maître de guilde veut leur parler, c'est important. Barak est à la fois stupéfait et en colère que Takumi ait fait quelque chose d'aussi imprudent que d'affronter un camp de gobelins entier avec ce seul groupe. Mais juste au moment où il s'apprête à réprimander Takumi, sa dimension de poche s'ouvre et Maple en sort, c'est une surprise. Elle a maintenant évolué en arachnide, alors tout le monde est très excité de voir sa nouvelle forme. À ce stade, Barak décide de laisser tomber toute cette histoire de bataille imprudente, car le groupe de Takumi n'est clairement pas normal, c'est évident. Quand ils rentrent chez eux, Maria demande à Takumi s'il a du tissu de rechange, afin qu'elle puisse confectionner des sous-vêtements pour elle et Sophia. Cependant, Takumi propose une idée de design bien meilleure, et offre de les faire lui-même à sa place. C'est une bonne initiative. Juste à ce moment-là, Maple émerge de la dimension de poche et informe Takumi que Paypek est arrivé pour le voir. Takumi va à sa rencontre et apprend que Marcus Godwin, le seigneur de Bolton, a demandé une audience avec lui, c'est une requête importante. Bien que Takumi préférerait éviter de rencontrer Marcus Godwin, les circonstances ne lui laissent aucune autre option possible. Takumi arrive finalement au château de Godwin. Et heureusement, Godwin se révèle être un homme tout à fait raisonnable. C'est un soulagement. La première chose qu'il fait est d'exprimer sa profonde gratitude à Takumi pour avoir créé toutes ces toilettes qui ont considérablement amélioré l'assainissement. Il reconnaît également les efforts de Takumi pour avoir démantelé le campement de gobelins qui aurait représenté une menace très sérieuse s'il avait été laissé sans surveillance, c'est certain. Reconnaissant Takumi comme un atout précieux pour la nation, Godwin lui conseille d'être prudent, car ce n'est qu'une question de temps avant que Sidonia ne le prenne pour cible. Quelques jours plus tard, Takumi achève enfin les sous-vêtements pour Sophia et Maria. Mais le processus s'est avéré bien plus difficile que prévu, le laissant complètement épuisé. C'est une tâche ardue. Sophia et Maria sont ravis des résultats et louent le design, exprimant leur profonde gratitude. Distraitement, Takumi leur demande si elles aimeraient essayer les sous-vêtements maintenant afin qu'ils puissent vérifier l'ajustement. C'est une question innocente. Un instant plus tard, il réalise à quel point cela sonnait inapproprié et s'enfuit de la pièce, complètement embarrassé. Sophia et Maria, cependant, sont un peu déçues car elles étaient plus que disposées à le faire s'il était resté, c'est dommage. Quelques jours plus tard, Takumi avait besoin de se rafraîchir les idées. Alors il a choisi les réfrigérateurs comme prochain projet. Une fois qu'il les a terminés, il a expliqué aux filles que ces frigos aideraient à garder les aliments au frais, les empêchant ainsi de se gâter, c'est très pratique. Elles étaient toutes ravies en sentant l'air frais et glacial provenant de l'appareil. Pour fabriquer les réfrigérateurs, Takumi a combiné du fer, du chrome et du nickel pour produire de l'acier inoxydable, puis a incorporé un dispositif magique infusé de magie de refroidissement, c'est ingénieux. Maria a exprimé sa profonde gratitude à Takumi, car elle pouvait désormais préparer des repas avec des ingrédients frais quand elle le souhaitait, c'est une grande liberté. Takumi prévoyait de donner un des frigos à Maria, tandis que les deux autres seraient envoyés à Paypek pour qu'il les vende, c'est un bon plan. Cette tâche accomplie, Takumi était prêt pour son prochain projet. Sophia lui demanda s'il allait encore créer quelque chose de nouveau, mais en fait Takumi pensait plutôt à améliorer leur équipement. Il y avait quelques ajustements qu'il voulait faire depuis leur bataille contre les gobelins, et avec leur prochain voyage, il voulait que leur équipement soit en parfait état. C'est pourquoi il décida de fabriquer un ensemble en mithril et en adamantite. Takumi se rendit à la guilde pour demander à Hans s'il y avait des forgerons expérimentés avec le mithril et l'adamantite. Cependant, ces métaux étant extrêmement rares, peu d'artisans possédaient les compétences requises. Si Hans devait deviner, les seuls capables de les travailler seraient les nains de Namstal. Mais comme c'était très loin, y voyager n'était pas une option pour Takumi. Takumi se résigna à l'idée de ne pas trouver de forgeron adéquat, après tout. Cependant, juste avant son départ, Hans mentionna une ville nommée Horace, située au nord-ouest du royaume de Barkula. Si Takumi s'y rendait, il devrait pouvoir trouver du mithril et de l'adamantite. Le seul problème était que l'accès pourrait être délicat, car seuls les membres de la guilde des forgerons étaient autorisés à entrer dans les mines. Heureusement, Hans avait une astuce pour contourner les règles. Hypothétiquement, si Takumi acceptait une quête pour éliminer les monstres apparus dans la mine et par pur hasard tombait sur du mithril, eh bien rien ne l'empêcherait d'extraire les métaux lui-même. À ce moment, le maître de guilde apparut soudainement et mentionna qu'il avait la quête parfaite pour Takumi. Il expliqua que la guilde manquait de bois de tréant récemment,
Et l'hiver approchant, ils avaient très besoin de quelqu'un pour en récolter davantage. Comme les Tréants rôdèrent souvent près des mines d'Horace et que Takumi cherchait déjà une raison d'y aller, le maître de guilde pensa qu'il ne verrait pas d'inconvénient à ramasser un peu de bois en chemin. De plus, puisque Takumi prévoyait déjà d'y aller, le maître de guilde voulait que lui et son groupe escortent aussi quelqu'un. Cependant, cela commençait à faire beaucoup de travail, car Takumi n'avait jamais accepté de mission d'escorte auparavant. Il demanda pourquoi les membres de Croc de Lion ne pouvaient pas s'en occuper. Le maître de guilde expliqua que Croc de Lion était en mission séparée, donc il ne pouvait pas le faire, et Takumi était la seule autre personne qu'il pouvait solliciter. Takumi accepta finalement la mission d'escorte, mais il ne connaissait pas bien la route vers Horace. Alors il demanda à Hans combien de temps cela prendrait pour y arriver. Hans expliqua que le voyage prendrait 7 jours en calèche, mais si Takumi utilisait un cheval monstre, il pourrait réduire le temps de trajet à seulement 4 jours, car ils étaient 2 fois plus rapides que les chevaux normaux. Trouvant l'idée excellente, Takumi demanda s'il pouvait en prendre un. Mais malheureusement, Réal arriva juste à temps pour les informer que tous les chevaux monstres étaient déjà utilisés par Croc de Lion. Hans fut surpris de voir Réal revenir si tôt, mais Réal expliqua que son groupe n'avait pas encore terminé sa quête, il avait simplement abattu un buffle noir en chemin et était revenu le déposer avant qu'il ne s'abîme. Comme il devait repartir le matin pour rejoindre le reste de Croc de Lion, il prévoyait de rester en ville pour la nuit. Voyant cela, Takumi lui offrit un endroit où loger chez lui et la possibilité de prendre un bain. Réal était ravi à l'idée d'un bain, alors il accepta l'offre de Takumi. Takumi était content, mais il avait en fait un endroit où aller après. Alors il dit à Réal de l'attendre chez lui, mais Réal préféra l'accompagner dans ce cas. Takumi permit à Réal de l'accompagner à la compagnie de Paypack, et là, il persuada Paypack de lui prêter quelques chevaux monstres pour sa mission. Cependant, en échange, Paypack demanda à Takumi de lui vendre certains des minerais rares qu'il réussirait à acquérir de la mine d'Horus. Aussi concernant le réfrigérateur qu'il avait apporté plus tôt, Paypack l'aimait beaucoup. Alors il demanda à Takumi d'en fabriquer d'autres pour lui une fois revenu de son voyage minier. Pendant ce temps, au manoir de Takumi, Sophia commence à s'inquiéter sérieusement qu'il lui soit arrivé quelque chose, car il n'est pas encore rentré. Plus tard ce soir-là, Takumi rentre chez lui avec Réal, et il s'excuse d'avoir entraîné Réal dans une si longue course, même s'il doit être fatigué de son voyage. Mais Réal ne s'en soucie pas, car c'est lui qui a dit qu'il accompagnerait Takumi. À ce moment, Réal sentit un regard hostile fixé sur lui et Takumi. Il fut clair tout de suite qu'il n'aurait aucune chance contre cette personne avec son équipement actuel. Alors, sans hésiter, il attrapa la main de Takumi et s'enfuit en courant. Cependant, leur poursuivante réduisit rapidement la distance et asséna un puissant coup de pied au visage de Réal. L'attaquante se révéla être Sophia. Absolument convaincue que Réal tentait de kidnapper Takumi, alors sans hésiter, elle était prête à l'abattre. Juste avant qu'elle ne puisse abattre Réal, Takumi s'interposa rapidement et dit à Sophia qu'elle avait complètement mal compris la situation. Après ces explications, Sophia s'agenouilla et s'excusa sincèrement auprès de Réal pour l'avoir presque tué pour rien. Heureusement, Réal était indemne et décida de lui pardonner. Il avait cependant de nombreuses questions à poser à Takumi, et cette liste ne fit que s'allonger lorsqu'ils arrivèrent enfin chez Takumi, où Réal fut accueilli par la vue d'encore plus de jolies filles. Il demande à Takumi ce qui se passe. Takumi explique qu'il avait besoin d'une femme de ménage pour s'occuper de la maison et de quelqu'un pour le garder. Il a donc engagé Sophia et Maria. Et puis il y a Maple, qui a évolué à un moment donné. Réal est ravie de revoir Maple sous sa nouvelle forme, et Maple se souvient de lui, mais elle n'aime toujours pas Réal. Réal tomba à genoux de désespoir, réalisant que Bogart et Heath étaient déjà mariés, et même Takumi avait 2 petites amies, alors que lui était toujours célibataire. Cependant, Takumi le corrigea rapidement, clarifiant qu'il ne sortait pas vraiment avec Sophia ou Maria. Saisissant l'occasion, Réal décida de tenter sa chance, et demanda à Sophia si elle avait déjà envisagé de sortir avec lui. Mais elle le rejeta instantanément, et Maria fit de même. Et c'est ainsi que Réal se retrouva vaincu une fois de plus. Un peu plus tard, alors que Réal pleure dans le bain, Takumi parle à Maria et Sophia de la mission qu'il a acceptée pour aller miner du mithril et de l'adamantite. Sophia pense que c'est une bonne idée puisque le bois de Tréant est un matériau précieux, et tout le monde est d'accord. Alors Takumi dit qu'ils partiront dans 3 jours. Le lendemain matin, Réal partit rejoindre le reste de Croc de Lion.
Une fois parti, Takumi décida qu'il était temps de commencer à fabriquer de nouveaux équipements pour la prochaine chasse aux Tréants de son groupe. Il obtint une épée en carbure de tungstène drainant la magie, déjà une arme impressionnante, mais bien trop grande pour être utilisée telle qu'elle. À cause de cela, Takumi prévoyait de la décomposer. Il tenta d'utiliser sa compétence d'alchimie dessus, mais l'épée opposa une résistance, demandant beaucoup plus d'efforts que d'habitude. Cependant, après un peu de persévérance, Takumi réussit finalement à décomposer le métal et à le forger en 2 lames distinctes. Les lames drainent le mana de tout adversaire qui est coupé avec elles. Takumi est donc satisfait des résultats, bien que cela l'ait totalement épuisé. 3 jours plus tard, Takumi et son groupe rencontrèrent Peipek pour récupérer la calèche promise, et à l'intérieur, ils trouvèrent l'homme que le maître de guilde leur avait assigné à escorter, déjà en attente. Curieux, Takumi l'approcha, et l'homme se présenta comme Gambo. Sur ce, le groupe partit pour son voyage, mais en chemin, ils firent un arrêt dans un champ voisin afin que Takumi et les autres puissent chasser leurs tréants. Alors qu'ils s'aventuraient dans la forêt, Sophia remarqua un tréant tentant de se fondre dans les arbres environnants et le signala rapidement à Takumi. Sans hésiter, il chargea pour l'abattre. Le tréant tenta de riposter, mais avec Sophia et Maria le couvrant, Takumi réussit facilement à l'abattre. Cependant, ce n'était qu'un seul tréant. Il restait encore toute une forêt pleine d'œufs à gérer. Il faudra trop de temps pour tuer chaque tréant individuellement, alors Sophia suggère d'utiliser la magie, et cela semble très bien fonctionner. Cependant, ils sont bientôt confrontés à un tréant ancien, et peu importe la quantité de magie qu'ils utilisent pour attaquer, ils continuent de se régénérer. La seule façon d'en finir était de couper son corps principal en un seul coup. Alors Sophia demanda à Takumi d'enduire son épée de feu et d'attaquer, pendant qu'elle et Maria assuraient la couverture. Travaillant ensemble, ils réussirent finalement à abattre le tréant chef. Avec cela, leur chasse aux tréants était terminée, et ils étaient libres de continuer leur voyage vers Horus. Quand ils arrivèrent à Horus, le groupe se rendit à la guilde des aventuriers locales. Une fois là-bas, Gambo leur montra une quête qui demandait aux aventuriers d'exterminer les monstres taupes de fer dans les mines. Ces créatures se nourrissaient de minerais, ce qui en faisait une menace significative. Un peu plus tard, le groupe mine dans les galeries, et ils ont vraiment de la chance, car il ne leur faut pas longtemps pour trouver du minerai de mithril et d'adamantite. Cependant, les minerais attirent des taupes monstres du sol, alors ils doivent être prêts à se battre. Juste avant que la taupe n'émerge, Takumi prit un moment pour réfléchir, et eut rapidement une idée astucieuse. Au moment où la taupe de fer fit surface, il la frappa d'un éclat de magie de lumière, l'aveuglant instantanément. En conséquence, la créature s'effondra en faisant une cible facile à achever. Bien que la méthode de Takumi fût indéniablement efficace, Sophia et Maria ne purent s'empêcher d'être un peu déçues, car cela signifiait qu'elles n'auraient pas la chance de se battre. Puisque le voyage minier fut un succès, ils retournent tous à Bolton quelques jours plus tard. Une fois là-bas, Takumi visite la boutique de Gambo afin d'apprendre à travailler le mithril et l'adamantite. Gambo explique le processus d'extraction du métal du minerai, et après beaucoup d'efforts, Takumi parvient à créer du mithril et de l'adamantite, alors il commence à l'utiliser pour fabriquer toutes sortes d'équipements imprégnés de magie. Une fois que Takumi eut fini de fabriquer le nouvel équipement, il le remit à Maria et Sophia pour qu'elles le testent. Les filles furent étonnées de la légèreté et de la durabilité de leur armure, et à leur surprise, elle était même imprégnée de magie. Takumi expliqua qu'il avait imprégné leur équipement de magie, qui complétait leurs affinités élémentaires respectives. Quant à sa propre armure, il l'avait enchantée avec quelque chose appelé coup de tonnerre, une capacité qui offrait un boost d'agilité extrême, lui permettant de se déplacer à des vitesses incroyables. Cependant, la seconde où Takumi essaie de faire quelque chose de cool en montrant sa vitesse, il finit par s'écraser la tête la première contre un mur. Ensuite, Takumi présenta les nouvelles armes qu'il avait fabriquées, ainsi que les enchantements qu'il y avait placés. Sophia et Maria étaient toutes deux ravies de leur nouvelle lance, mais Sophia avait une demande spéciale. Elle était prête à donner sa vie pour protéger Takumi. Alors elle demanda s'il pouvait lui forger un bouclier, lui permettant de le garder plus efficacement. Takumi pense que c'est une bonne idée, mais il rappelle à Sophia qu'elle devrait valoriser sa propre vie autant que la sienne. Nolan avait observé Takumi tout le temps, satisfaite des progrès qu'il faisait. Elle savait qu'il aurait besoin de toute la force qu'il pourrait rassembler pour les batailles à venir. Pendant ce temps, 1 an dans le futur, dans le royaume où les autres héros avaient été invoqués, Akira et Yamato se tenaient prêts. Leur entraînement étant maintenant terminé, ils étaient sur le point de se lancer dans une mission qui leur avait été assignée par le roi de Salamador. De retour à l'époque de Takumi, ils venaient de terminer les boucliers que Sophia avait demandés. Cependant, en voyant l'effort et l'énergie que cela lui demandait,
elle ne put s'empêcher de se sentir coupable. Elle souhaitait que Takumi ait un assistant pour l'aider dans sa production, rendant sa charge de travail un peu plus facile. Pendant ce temps, dans la capitale royale, le seigneur reçut une lettre de Sidonia. Il semblait que la nouvelle s'était répandue concernant les toilettes de Takumi et la magie de purification qui y était infusée. Bien qu'ils n'aient pas encore appris qui était Takumi, ils élaboraient déjà des plans pour agir contre lui. Regardez cette prochaine vidéo à l'écran et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.